Bien, merci, merci à toutes et à tous. C'est un petit peu compliqué de passer après Alain Régnier parce que les aspects de contexte, à mon avis, sont absolument fondamentaux et je pense que c'est vraiment des éléments sur lesquels il est important que chacun et chacune d'entre nous puisse se pencher. Donc, mon propos va être principalement centré sur des éléments qu'on essaye de déconstruire en termes de préjugés, ce qui n'est pas simple, et je vais y revenir. Mais peut-être auparavant, je voudrais peut-être non pas compléter, mais donner une coloration un petit peu particulière à ce que vient de dire Alain Régnier sur les éléments de contexte. Alors peut-être en précisant sur ce que ça peut entraîner, notamment sur les aspects santé. Tout d'abord, je pense que, et c'est visible à travers l'introduction qui a été faite, mais on a quand même un sujet qui est complexe à aborder, dans la mesure où, même si les chiffres qui ont été rappelés par Alain montrent qu'il faut garder raison dans l'importance de ce que peut constituer le phénomène d'immigration en France, on voit quand même que régulièrement, l'immigration et les immigrants sont présentés comme un problème. C'est un problème à la société, c'est un problème par rapport aux difficultés économiques auxquelles on est confronté, et ça devient même une menace. Et donc cet élément-là est quand même très présent dans les discours politiques que l'on peut entendre. Et ce n'est pas très nouveau, ça date quand même, on peut peut-être le dater, mais c'est peut-être une discussion à avoir, des années 80, où on commence à voir très fortement ces propos. Deuxième point, peut-être en termes de contexte, et là je paraphrase ce que tu viens de dire, Alain, mais je crois que c'est important de prendre en compte le fait que les mouvements de population, ils sont là pour durer. Alors, ils ont tout le temps existé, mais on sent quand même qu'on est dans une période où on est à l'aube de phénomènes de parcours de personnes en interne dans leur pays ou à l'extérieur, qui est très fort et qui a tendance quand même, malgré tout, à s'accroître. Nous, on n'en voit que les éléments, je dirais, marginaux, puisque les pays dans lesquels les déplacements internes se font, ces déplacements se font de façon très, très importante. Et notamment des pays qui voient leur structure se transformer complètement. Tu as parlé du Liban, j'ai été au Liban il y a un an, on a des contacts, nous, avec le Liban. Non seulement c'est un quart de la population, mais ça modifie complètement, y compris la capacité du système à recevoir les gens, notamment dans les structures de santé. Et pourtant, ils le font. Donc c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Et on est quand même dans des chiffres qui sont importants. Le Haut Commissariat aux réfugiés montre qu'on est à peu près à 65 millions de personnes par an qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur. Le troisième point de contexte, c'est des éléments liés à effectivement une montée des souverainismes qui est extrêmement forte. Donc je n'en dirai pas un mot de plus puisque ça a été évoqué. J'y ajouterai peut-être un élément, c'est le traitement par les médias. C'est-à-dire comment ces aspects-là sont vécus très souvent, non pas sur des aspects de données, mais sur des aspects d'anecdotes. Alors, je pense qu'on ne peut pas lutter contre ces éléments-là de façon simple, parce que ça se retrouve partout. Je ne reviendrai pas, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, sur la situation des établissements de santé et ce qu'on a appelé le hospital bashing actuellement. Mais c'est quand même très souvent relevé sur des aspects d'anecdotes, même si ces anecdotes peuvent être très
malheureuse et tragique. Mais quelle est actuellement la situation de l'ensemble de notre système de santé? Le traitement médiatique a énormément de mal à le montrer. Et si je reviens sur les aspects de migration, on se retrouve quand même très souvent, à part des journalistes qui font leur travail sérieusement, et heureusement il y en a, mais très souvent, ces aspects-là sont montés en épingle par des traitements médiatiques liés à des éléments qui sont fortement liés à une situation individuelle ou à des éléments très ponctuels. Mais qu'en est-il de la situation réelle? C'est ce que je reviendrai là-dessus sur la déconstruction. Finalement, on a très peu d'éléments. La population, les citoyens, ont une difficulté probablement très importante à se faire une idée à travers les éléments d'information médiatique qui leur sont proposés. Un dernier point de contexte sur lequel je voudrais insister, alors là je passe sur un autre point, mais qui me semble important parce qu'on le revoit quand même dans énormément d'enquêtes ou de documents plus à visée scientifique et notamment sociologique. Je crois que c'est vraiment important, c'est très clair dans ce qui est dit par un certain nombre de sociologues, quoiqu'il n'y en a pas tellement qui travaillent sur le sujet, mais c'est de faire la distinction entre deux modalités différentes. La première, c'est le phénomène de migration lui-même. Et donc, dans le phénomène de migration, en fait, ce qui est analysé, c'est la notion de flux. Comment le flux de migration évolue au cours du temps dans un pays, dans un contexte spécifique. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est plutôt lié à l'installation des personnes. Et l'installation des personnes renvoie à un autre sujet qui est celui de l'intégration. Et ça, je pense que c'est important parce que on ne peut pas considérer cette problématique de migration et santé uniquement par les aspects de flux, mais aussi par les aspects d'intégration. Et je vais revenir notamment sur la déconstruction des préjugés. Trois derniers points rapidement en termes de contexte. On a, et ça a été, vous venez de le rappeler, on a quand même relativement peu de corpus de connaissances sur le sujet. On en a, il ne faut quand même pas non plus caricaturer les choses. On a quand même un certain nombre d'éléments, mais visiblement, on n'est pas assez en mesure d'avoir ce corpus de connaissances, mais surtout de valoriser ce corpus de connaissances. Et c'est vrai que dans ce contexte, l'Institut Convergence Migration peut être un élément majeur, mais j'aurais tendance à dire attention à ce qu'il ne produise pas de la connaissance en vase clos. Mais et donc cette plateforme qui est annoncée, à mon avis, est un élément majeur. Il faut véritablement que ce que l'on a à notre disposition puisse perfuser dans la population. Et surtout parce que, et ça a été dit par un certain nombre de chercheurs, les savoirs acquis sont mal diffusés. Et ils sont mal diffusés auprès du public, mais ils sont mal diffusés aussi auprès des pouvoirs publics. Dernier point peut-être en termes de contexte, et là j'arrive plutôt sur les aspects de santé, on voit quand même des éléments sur la façon dont la santé a été interpellée en France sur le sujet, une évolution qui est majeure. Rappelez-vous qu'avant les années 30, on appelait ça de la médecine coloniale, parce que nous étions un pays colonialiste et dans lequel tout ce qui tournait autour des connaissances était plutôt lié à ce que l'on allait investiguer dans nos colonies.
Après, il y a eu une transition de la médecine coloniale vers la médecine tropicale, qui a été un élément majeur après la Seconde Guerre mondiale. Et on voit arriver les précurseurs de quelque chose d'autre qui se met en place autour des questions sociales sur la santé et sur la précarité uniquement dans les années 70. Et je veux juste à cette occasion citer un nom d'une personne qui a quand même beaucoup fait pour cette évolution, qui est le professeur Gentilini, qui, à partir d'une expérience très forte sur la médecine tropicale, mais aussi sur l'aide humanitaire, a commencé à lancer un certain nombre de pistes sur cette évolution nécessaire de la façon dont on voyait les questions de santé auprès des populations migrantes. Et donc, derrière, il y a eu des travaux de sociologues importants, et je pense notamment à Didier Fassin, et pas que lui d'ailleurs, puisqu'il y a eu toute une équipe sur les travaux sur le saturnisme, qui ont commencé à montrer qu'on pouvait regarder ces problématiques d'une autre manière. Si j'en viens maintenant à la raison pour laquelle je suis venu, donc sur les préjugés, dans un article que j'ai fait avec une enseignante de l'école qui est paru dans The Conversation, on a essayé de montrer comment on pouvait déconstruire 4 grands préjugés. Et donc, ce que je vous dis de toute façon, vous pouvez le retrouver, mais je voudrais juste insister sur un ou deux points. La première, c'est, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est important à déconstruire, donc à montrer, à donner un certain nombre d'éléments sur le débat dans notre pays, c'est, en fait, les migrants apportent des maladies en France. Et je crois que la manière de le faire, d'abord, c'est sur des bases factuelles. La manière d'avoir cette capacité de travailler les constructions qui ont pu se faire là-dessus. Et on a un corpus de connaissances important là-dessus, puisque ce corpus montre quand même bien que les candidats à la migration sont plutôt, au moment où ils sont candidats à la migration, en meilleure santé que la population générale en France. Mais je pense que ce qui est important de montrer et de dire, c'est que s'il y a effectivement cette meilleure santé, et c'est pour ça que pour moi c'était important de faire la différence entre flux et intégration, c'est que la santé de ces personnes se dégrade au fur et à mesure qu'ils sont en France. Et elle se dégrade non pas parce qu'ils sont venus avec des maladies cachées qui vont se dégrader à ce moment-là, mais parce que les conditions de vie, les conditions de travail de ces personnes-là en France sont dégradées par rapport à la situation de l'ensemble de la population française. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel il est majeur de travailler. C'est-à-dire de pouvoir montrer que finalement, ce qui va permettre d'assurer la meilleure santé possible, c'est le travail auprès des personnes une fois qu'ils sont présentes. Quand on dit le travail auprès des personnes, ce n'est pas le travail en termes de santé, c'est en termes d'intégration. C'est-à-dire comment on peut assurer une meilleure intégration de ces populations. Si les personnes apportent des maladies, ce que l'on voit quand même très souvent, et ça c'est aussi à déconstruire, et je dirais même, pour être peut-être un peu provoquant, y compris pour les personnes qui sont les plus ardents défenseurs de l'accueil des immigrants. C'est pas de dire attention, ces personnes ont des maladies transmissibles, et ces maladies transmissibles peuvent être transmises dans la société après. Discours qu'on a quand même beaucoup entendu, notamment pour la tuberculose ou pour le VIH. À mon avis, c'est une mauvaise manière de rentrer dans le débat, parce que c'est malgré tout de dire que finalement, ce qui est important, c'est les maladies transmissibles. Or, c'est quand même marginal. Ces personnes, quand elles arrivent, c'est aussi avec des maladies chroniques.
Et c'est avec des problématiques de santé mentale qui sont liées aussi au parcours qu'ils ont eu auparavant. Et notamment, Alain Régnier il faisait allusion à des aspects de violence. Donc, tout le travail, il est probablement aussi à mettre en place des modalités qui permettent de prendre en compte et de prendre en charge ces problématiques. Deuxième idée reçue sur laquelle on a essayé de travailler, c'est les modalités d'accueil, et notamment les campements des migrants, sont des foyers d'épidémie. Et ça encore, je pense que c'est important de pouvoir, la communauté en santé, avoir un discours là-dessus. Et le discours, à mon avis, et les travaux qui ont été faits, notamment à partir des associations qui ont œuvré dans ces campements, montrent des choses relativement claires. C'est que finalement, oui, il peut y avoir des épidémies, mais les épidémies sont liées aux conditions, y compris d'accueil dans ces camps. Et plus les camps correspondent aux normes que l'on peut trouver au niveau international, moins vous avez de circulation de problématiques, que ce soit la gale ou la tuberculose ou d'autres maladies de ce genre. Ça, c'est le premier point. Et aussi, c'est lié aux caractéristiques des personnes qui sont accueillies. C'est-à-dire, vous n'aurez pas du tout les mêmes modalités si vous avez des campements qui sont habités, si on peut employer ce terme, par des jeunes hommes venant d'Afrique subsaharienne, ou si vous avez des familles relativement aisées qui viennent du Moyen-Orient et notamment de Syrie. Donc ces éléments-là, l'amalgame est la pire des choses. C'est-à-dire, il faut aussi pouvoir avoir des données précises sur ce qui se passe, et donc derrière, pouvoir d'abord dénoncer des conditions d'accueil qui, de toute façon, bien entendu, vont être propices à la circulation d'un certain nombre de germes ou de pathogènes, mais c'est exactement la même chose que ce qui se passe pour les personnes sans domicile fixe qui sont dans nos rues. Donc ça, c'est un élément qui est, à mon avis, très important à objectiver, et donc derrière, à faire des propositions et à intervenir pour que ces conditions d'accueil puissent prendre en compte aussi ces éléments-là. La troisième idée reçue, sur laquelle on a voulu travailler aussi, et qui, à mon avis, est un élément aussi très très fortement ancré, c'est les migrants, ils viennent pour profiter de notre système de santé. Et donc, je crois que c'est probablement un élément majeur, non seulement sur lequel il faut convaincre la population, mais aussi convaincre les pouvoirs publics. Et je l'ai vécu à titre personnel, puisque lorsque j'étais à l'inspection générale des affaires sociales, une des premières missions que j'ai faites à l'époque, qui était dans les années 2007-2008, c'était par rapport à une proposition qui disait qu'il faut supprimer l'AME parce que les migrants coûtent cher et donc ça coûte cher à notre système de santé. Et à l'époque, il y a eu plusieurs missions IGAS qui se sont faites parce que les pouvoirs publics régulièrement réinterrogent cette aide médicale État en disant ça nous coûte cher et les migrants coûtent cher à notre système de santé. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir des éléments objectifs sur qu'est-ce qu'il en est. Et quand on regarde ce qu'il en est, il y a une procédure que vous connaissez probablement, qu'on appelle la procédure étranger malade, pour lesquelles des gens viennent pour des soins médicaux. On a un chiffre qui est autour de 6 000 personnes par an, qui est relativement stable. Donc il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Pour ce qui concerne le recours de ces personnes au système de santé, ce que l'on voit et ce que l'on peut objectiver, ce que l'on avait fait à l'époque, c'est que d'abord,
les personnes migrantes et a fortiori les personnes migrantes en situation irrégulière ont un beaucoup moindre recours aux soins que la population, et souvent dans des phases plus tardives. Donc ça coûte plus cher au système de santé, parce que c'est des pathologies qui sont prises très souvent à un moment tardif. Donc il serait plus efficace de pouvoir le faire plus tôt. Ce que d'ailleurs a montré une étude qui a été faite auprès de 3 pays il y a pas longtemps. Je pense de mémoire, c'est Grèce. Je dois l'avoir quelque part. Les 3 pays, c'était la Suède, l'Allemagne et la Grèce, qui ont montré que finalement, si on prenait les pathologies plus tôt, ça entraînerait des économies pour notre système. Donc, et puis, dernier point, c'est qu'il faut aussi que notre système soit accueillant. Donc vous allez avoir des présentations par Claire Georges sur les passes, mais on voit derrière aussi qu'il faut que l'ensemble de notre système puisse accueillir les personnes, quel que soit leur statut. Et donc ça pose la question parfois sur un certain type de soins pour lequel il y a une difficulté, je pense notamment au niveau ambulatoire et au niveau libéral, où on sait qu'il y a y compris des discriminations dans le recours aux soins. Donc le problème, ce n'est pas vraiment de s'attaquer à une forme de tourisme médical totalement fantasmé, mais d'essayer de voir comment on peut mettre en place des modalités pour que les personnes puissent utiliser le système de santé quand ils en ont besoin de la meilleure façon possible. Et puis, dernière idée reçue sur laquelle je voudrais revenir, mais qui est très liée à la dernière, c'est les migrants coûtent cher à la sécurité sociale. Et donc, je vous ai parlé de l'aide médicale d'État, qui est encore une fois, sur laquelle les professionnels sur le terrain voient bien qu'un certain nombre de personnes qui pourraient avoir recours à l'aide médicale d'État, soit n'en font pas la demande, soit ont des difficultés à l'avoir. Donc, ce n'est pas des modalités qui sont acceptables, puisque le non-recours aux aides, quelles qu'elles soient, est un élément majeur, qui n'est pas, et encore une fois je pense que c'est important, qui n'est pas unique aux personnes migrantes. C'est-à-dire, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, très souvent ne demandent pas, n'ont pas recours aux droits auxquels ils pourraient prétendre. Et c'est un sujet qu'il faut prendre aussi de façon globale et non pas toujours le mettre par rapport aux migrants. L'ensemble des personnes en situation vulnérable, très souvent, ne demandent pas les droits dont ils pourraient bénéficier. Et puis je voudrais quand même, et je vais en finir sur ce quatrième préjugé qu'on a essayé de déconstruire, je voudrais finir par un chiffre qui, à mon avis, est un chiffre important qu'on avait essayé de donner. C'est que regardons ce que ça pèse sur l'ONDAM, sur l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Quand on regarde, même si effectivement on a eu une augmentation l'année dernière, enfin pour cette année, du montant qui a été prévu pour l'aide médicale d'État, mais qui était en fait surtout sur un rattrapage de ce qui n'avait pas été, ce qui avait été sous-doté les années précédentes, on est sur, pour l'année 2018, 923,7 millions d'euros. Ça représente 0,47% du total des dépenses de l'assurance maladie. Donc, il faut aussi prendre la mesure de ce que ça représente. Enfin, pour terminer, je voudrais juste donner quelques éléments sur pourquoi ces préjugés perdurent. Il y a un élément du climat actuel, du climat politique actuel. Et quand je dis du climat politique, c'est du climat politique international, qui est extrêmement pesant en ce moment, mais aussi qui retentit sur le niveau national. Le deuxième point, c'est, je pense que nous avons une responsabilité pour faire connaître les données de santé
qui permettent aussi de déconstruire ces aspects-là. Je crois que c'est notre responsabilité en tant qu'acteurs de santé publique de pouvoir donner tous les éléments pour que la discussion se fasse sur des bases connues les plus sereines possibles. Ça ne le sera jamais totalement, mais au moins donnons des éléments objectifs sur ce que sont aujourd'hui les discussions autour de la santé des migrants. Et aussi, essayons de travailler non seulement sur les flux, mais sur les aspects d'intégration. Et je pense que là-dessus, on le voit bien au niveau des données de l'OCDE, la France n'est pas très performante. On a des progrès à faire, et notamment sur la paupérisation dans le domaine de l'intégration. C'est un sujet majeur parce que c'est celui-là qui conditionnera l'état de santé des populations migrantes. Donc, l'élément d'intégration est majeur parce que il n'est pas bon en France aujourd'hui, et y compris quand on se compare aux autres pays de l'OCDE, et nous avons une responsabilité là-dessus. Et dernier point, qui me paraît important aussi, qui a été rappelé très fortement par le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique. On a, dans un avis qu'il a publié il y a à peine quelques mois, et ils disent, et je voudrais terminer par cette phrase, dans la conclusion de leur rapport, ils disent « La santé des migrants ne doit en aucun cas être instrumentalisée, notamment en maintenant des mauvaises conditions sanitaires comme outil de refoulement. » C'est vraiment un sujet fondamental. On ne doit pas utiliser la notion de mauvaise santé des migrants pour faire perdurer des mauvaises conditions d'accueil. Et notre responsabilité et notre honneur en France, c'est de pouvoir accueillir des personnes dans des conditions dignes. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin.